suis Thomas Pierret, chercheur à l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire du CNRS établi à Aix-en-Provence. L'IREMAM est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM et la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, avec les autrices et auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Lorsque, durant la dernière décennie, des dizaines de milliers de volontaires ont répondu aux appels à mener le djihad en Syrie et en Irak, on a pu s'étonner de l'ampleur inédite du phénomène, mais pas de l'existence même de ce phénomène. Dans les années 1980, en effet, des combattants étrangers islamistes ont rejoint le conflit armé en Afghanistan, une dynamique qui s'est poursuivie dans les années 90 en Bosnie et en Tchétchénie, et puis dans les décennies suivantes, en Irak d'abord, puis en Syrie dans les années 2010. Pourquoi, à la fin du siècle dernier, a-t-on assisté à cette globalisation d'un islamisme radical qui, jusqu'alors, avait inscrit principalement son action dans des contextes nationaux? C'est à cette question que répond notre invité, Thomas Hegamer, dans son livre The Caravan, Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad, paru chez Cambridge University Press en 2020. Cet ouvrage est le fruit d'une décennie de recherches qui ont notamment emmené l'auteur en Afghanistan et en Arabie saoudite. Le résultat est une biographie méticuleusement documentée d'Abdallah Azzam, un Palestinien qui fut la cheville ouvrière de la première mobilisation majeure de combattants étrangers islamistes durant l'occupation de l'Afghanistan par les soviétiques dans les années 1980. Thomas Hegamer est Senior Research Fellow au Norwegian Defense Research Establishment. Il est l'auteur de travaux qui font autorité sur les mouvements djihadistes, parmi lesquels Jihad in Saudi Arabia, paru chez Cambridge University Press en 2010, et Jihadi Culture, paru chez le même éditeur en 2017. Loin du sensationnalisme qui caractérise une partie de la production éditoriale sur les mouvements djihadistes, les écrits de notre invité se distinguent par une grande rigueur documentaire et une approche qui relève véritablement des sciences sociales. Merci donc Thomas Hegamer d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette introduction généreuse. Merci Thomas. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet de cette biographie d'Abdallah Azzam. Abdallah Azzam est palestinien, il est frère musulman, c'est aussi un combattant assez tôt dans sa vie puisqu'il combat Israël à la fin des années 1960 sur la frontière jordanienne. Il est également titulaire d'un doctorat d'Al-Azhar, donc il est formé en sciences religieuses. En quoi son origine et sa socialisation ont-elles déterminé la trajectoire ultérieure d'Abdallah Azzam? La grande question qui se pose, c'est justement comment quelqu'un qui est né en Palestine, dans un pays qui est, dans lequel il y a déjà un grand conflit, un combat pour, euh, pour la libération de la Palestine, comment quelqu'un comme ça peut finir en Asie centrale, en Afghanistan, loin de son pays d'origine, dans une autre guerre complètement. Et les éléments que vous venez de mentionner sont effectivement centraux pour comprendre ce trajectoire. D'abord, je crois que l'aspect le plus important, c'est la dimension palestinienne, parce que c'est celle-ci qui mène à son déracinement. Et c'est le fait que Azzam est devenu vagabond après la guerre de 67 qui explique enfin, le début de son trajectoire. Ça explique pourquoi il quitte la Palestine, pourquoi il ne retourne pas, pourquoi, parce qu'il c'est impossible, il ne laisserait pas rentrer. Donc le déracinement le rend disponible en quelque sorte pour l'activisme transnational.
ça le rend aussi vulnérable dans les nouveaux, dans les pays d'accueil, parce que c'est plus facile de mettre pression sur ou de même virer un immigrant que quelqu'un du pays. Donc, il se trouve euh, dans plusieurs pays après son départ de Palestine. Il se trouve d'abord en Jordanie, il passe un an en Arabie Saoudite, ensuite il va en Égypte pour 3 ans, ensuite Jordanie, etc., etc. Donc c'est un vagabond et à chaque reprise et, et, euh, et surtout vers la fin des années 70, il se trouve victime de répression de la part du régime jordanien. Et il est spécialement vulnérable à cette pression parce qu'il est palestinien. Alors, déracinement, premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur que vous avez évoqué, son lien avec les frères musulmans. Alors, il faut mentionner que Azam était membre des frères musulmans à partir de l'âge de 12 ans. Et il se considérait membre jusqu'à sa mort en 89, même si il a effectivement quitté l'organisation quand il est parti en Afghanistan. Et si le déracinement l'a rendu disponible et vagabond, c'est les frères musulmans et les réseaux et ces réseaux qui ont donné direction à son trajectoire. C'est dans les réseaux de frères musulmans qu'il trouve des opportunités. D'abord, une opportunité d'aller en Égypte en 70 pour faire des études de doctorat. Et cette opportunité, il reçoit une bourse du ministère de l'Éducation jordanien parce que le ministre, à l'époque, est frère musulman. Et une fois arrivé en Égypte, il prend contact et il s'intègre très vite dans les réseaux frères musulmans en Égypte, y compris avec les familles de Sayyid Qutb et d'autres luminaires de la Mourance. Ensuite, dans la phase cruciale de transition de Jordanie via Arabie Saoudite à Afghanistan, enfin, dans les années autour de 1980, c'est les réseaux frères musulmans qui le mettent sur le chemin. D'abord, quand il se trouve forcé à quitter le Jordanie, il se rend en Arabie Saoudite parce que des frères musulmans en Arabie lui ont trouvé un poste à l'université du roi Abdelaziz à la Mecque. Et ensuite, il ne se plaît pas en Arabie Saoudite. Enfin, dès le début de son séjour en Arabie Saoudite, il a cherché à partir ailleurs. Et une fois de plus, c'est les réseaux frères musulmans qui lui ont permis d'aller au Pakistan, parce que dans cette époque, 80-81, le bureau de relations internationales, si on peut dire, des frères musulmans en Égypte sont en train sont en contact avec les Moudjahidines en Afghanistan. Il y a un personnage qui s'appelle Kamal Hassananiri,
que Azam connaissait de son séjour en Égypte, 10 ans plus tôt, qui passe par l'Arabie, passe le voir et qui lui dit: «Bon, il faut que, mon cher Abdallah, il faut que tu viennes avec moi en Afghanistan. Il se passe quelque chose de très, très important» et bon bref, c'est à travers ces réseaux et ces connexions frères musulmans qu'il termine, au Pakistan et dans le djihad afghan. Finalement, l'aspect, l'aspect, comment dire? Hem, Qualification, le fait qu'il a un doctorat d'Al-Azhar est important aussi parce que ça explique son influence, l'autorité. Hem, il faut se souvenir que, c'est rare de trouver des gens avec, des doctorats, et des doctorats d'Al-Azhar dans les mouvances, islamistes militants, quoi, comme les Arabes afghans à l'époque. Et pendant la plupart des années 80, Azam était le seul, heu alim, propre, arabe, basé, au Pakistan et impliqué dans le djihad afghan. Donc il avait une position unique sur le marché des idées, si vous voulez. Heu et cette, position, cette autorité devait beaucoup à sa formation. Bien, merci. Alors, je voudrais qu'on reste sur cette période, du début des années 1980, qui est un tournant absolument crucial. Alors, d'abord dans la trajectoire individuelle d'Al-Azham, puisque comme vous l'avez expliqué, c'est le moment où il quitte la Jordanie, il séjourne en Arabie Saoudite et puis il va s'installer au Pakistan. Mais c'est aussi un tournant qui est extrêmement important pour expliquer les mécanismes, d'extraversion ou de globalisation de l'islamisme radical dans son ensemble à partir de cette époque-là. Parce que ce que l'on voit dans ces années-là, c'est à la fois une dynamique de répression dans le pays d'origine, là vous l'avez mentionné, hein, Azam qui est expulsé ou qui doit, en tout cas, qui doit quitter la Jordanie. Mais étant expulsé, vous les expliquez, qu'il entre dans une autre dynamique, qui est une dynamique de solidarité pan-islamique, animée par des entrepreneurs de cause établis en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On vient ici à la thèse centrale du livre, en fait. Je commence, l'introduction en posant la question: «Pourquoi le djihad le djihad est-il devenu global?» C'est une question un peu tabloïde, mais mais je finis par dire que le djihad s'est globalisé à cause de la répression locale. Et ce que je veux dire par ça, c'est que, je considère que, les causes les plus profondes, de ce processus sont, d'une nature locale. Ils sont localisés géographiquement dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe, et non pas en Afghanistan et non pas sur la scène, géopolitique internationale. Tout ça, c'est des éléments qui interviennent plus tard, qui sont des déclencheurs en quelque sorte de la globalisation du djihad. Mais les causes profondes sont, à mon avis, locales et c'est lié à, la répression, des islamistes tout court. L'autoritarisme, heu, dans la région et surtout dans les républiques arabes qui sont heu, hem, très hostiles, aux frères musulmans, et à d'autres islamistes. Alors, les gens comme Azam, et il y en avait beaucoup, enfin d'activistes politiques, islamistes, dans la région à l'époque, se trouvent, systématiquement, marginalisés
est écarté du pouvoir et des processus enfin, de décision. Avec des variations. Enfin, il y a des pays ou des périodes où les frères musulmans sont relativement bien représentés, où ils sont capables d'influencer les choses, euh, toujours jusqu'à un certain point, et il y a des lignes rouges qu'ils doivent pas passer. Et si on est frère musulman et on passe ces lignes rouges, on se trouve, on a des problèmes. Et c'est justement ce qui s'est passé à Azam, en Jordanie, dans les années 70. On se rappelle il a fait son doctorat en Égypte au début des années 80, au début des années 70. Il rentre en Jordanie en 73 et il débarque sur une carrière universitaire à l'université de Jordanie. Et il monte dans les rangs, aussi bien dans l'université, dans la faculté de Sharia, que dans les rangs de frères musulmans en Jordanie. Et vers la fin des années 70, Azam est devenu quelqu'un de très, de très prominent. Et il y a beaucoup d'indications sur ça. Par exemple, en 1978, Azam se trouve invité à l'université d'Indianapolis aux États-Unis pour inaugurer un centre d'étudiants musulmans. Et il va avec Mohamed Qutb et d'autres personnages très, très seniors dans la mouvance. C'est une indication du poids d'Azam à cette époque-là. Et avec ce poids vient aussi probablement la confiance en soi. Donc, je crois qu'Azam est devenu plus confiant en soi. Il a commencé à pousser les limites en ce qui concerne l'expression politique et l'activisme politique. Il commence à critiquer le régime plus ouvertement, à parler de politique plus explicitement à ses étudiants, etc. Et les autorités jordaniennes n'aiment pas ça et mettre d'abord pression sur l'université pour le virer, la pression monte. Et en 1980, dans l'automne, Azam se trouve effectivement viré de l'université. Et en même temps, privé d'argent, parce que Azam, c'est pas quelqu'un de riche, il vient d'une famille de paysans. Alors, quand il perd son travail, il perd l'argent et se trouve forcé à trouver un travail ailleurs. Elle ne le trouvera pas en Jordanie. Et c'est donc, quand on dit qu'il est viré de Jordanie, c'est pas une expulsion violente physique, mais c'était une expulsion indirecte. Et donc, et bien sûr, Azam n'est pas le seul à se trouver de ce genre de situation. En fait, il n'est pas parmi les plus misérables dans cette histoire. Il y a des personnages qui ont souffert beaucoup plus que lui, qui ont terminé en prison ou pire. Mais c'est un exemple. Et d'ailleurs, c'est pour ça
que j'ai... c'est pour ça ce livre est, est aussi long. C'est parce que j'ai pris l'occasion d'utiliser Azam pour parler de, euh, euh, de tendances plus larges dans la région à l'époque. Alors, répression. L'autre facteur très important que vous avez mentionné, c'est la mouvance pan-islamiste qui émerge à la fin des années 70. Et ça, bien sûr, le pan-islamisme est vieux. Il y a eu d'autres mouvances ou initiatives pan-islamistes plus tôt dans l'histoire, au début du XXe siècle, etc. Mais ce qui se passe dans les années 70, c'est quelque chose d'un peu différent. Et c'est concrètement lié au secteur NGO en Arabie Saoudite, au secteur, tout un grand réseau d'organisations islamiques internationales. Et ce phénomène est lié à la répression parce que un grand nombre d'activistes, de frères musulmans qui se sont trouvés expulsés d'Égypte ou de Syrie ou autrement marginalisés dans la politique nationale, ils gravitent vers ce réseau transnational parce que c'est sans risque relativement. Parce que les régimes, ils acceptent pas l'activisme sur la scène nationale, mais ils n'ont rien contre l'activisme sur la scène globale. Ils veulent bien que ces gens vont ailleurs faire leur islamisme, pour dire partiellement. Et donc, c'est en partie à cause de la répression qu'on voit émerger ce réseau, cette mouvance pan-islamiste. Qu'est-ce que c'est cette mouvance? Eh bien, c'est un mouvement social avec une idéologie, si on peut dire, au moins une perspective sur le monde qui est centrée sur la Ummah, sur l'idée que les musulmans sont un peuple et que ce peuple est assiégé et que tous les pouvoirs non musulmans sont en train de travailler contre les musulmans partout. Et donc ils ont un discours, je ne sais pas comment on dit en français, mais victimisant, un discours de victime. Mais en même temps, ce discours de victime ne se traduit pas en violence. La plupart de ces pan-islamistes proposent qu'on aide ses frères musulmans en Bangladesh ou au Niger ou en Afghanistan avec de l'argent ou de l'aide humanitaire ou ce genre de choses. Mais si on a dit que les musulmans sont un peuple et que ce peuple est assiégé par des forces hostiles, on n'a pas besoin d'aller loin dans la chaîne de pensée pour commencer à dire que pour commencer à proposer que peut-être qu'il faut aussi se battre l'un pour l'autre. Et c'est justement ce que fait Azam. Il militarise le pan-islamisme. Lui et d'autres commencent à dire que l'aide humanitaire, ça ne suffit pas, surtout pas en Afghanistan, et qu'il faut faire plus, il faut faire le djihad. Et d'ailleurs, pour Azam, le djihad voulait dire uniquement le combat. Et il est très très clair là-dessus.
Euh, et donc, euh, ces réseaux panislamistes sont importants non seulement sur le plan idéologique, comme je viens d'expliquer, mais aussi sur le plan concret, matériel, enfin, le plan de réseau, parce que cette mouvance dispose d'organisations et de bureaux un peu partout, et surtout dans les régions de crise et de guerre. Et ils sont représentés très tôt à Peshawar, au Pakistan, pour aider les réfugiés afghans. Et un, un grand nombre d'Arabes afghans passent par ces organisations-là sur leur chemin vers le djihad en Afghanistan. Alors, la répression et le panislamisme à cette époque sont très importants. Si je peux ajouter une petite chose à cette très longue réponse, ça doit être la technologie. On oublie souvent quand on parle d'histoire de politique, mais on a affaire à une époque qui, dans laquelle il y a enfin, plusieurs développements technologiques qui aident à l'internationalisation. Ça devient moins cher de voyager, ça devient moins cher de distribuer les magazines, enfin, les pamphlets, etc., enfin, la propagande en quelque sorte. Et les médias sont plus mondialisés. L'information et les images de zones de crise, des zones de souffrance musulmane se répandent plus facilement, plus loin qu'avant. Et tout ça, ça aide évidemment à la naissance d'une sorte de conscience globale musulmane. Azam donc, est arrivé au Pakistan en 81. Pendant quelques années, il est dans des activités qui ne sont pas directement d'ordre militaire. Et le tournant, comme vous l'expliquez, c'est en 1984, lorsqu'il fonde le Bureau des services, et où là, il va s'engager davantage, plus clairement, dans le recrutement de volontaires pour le combat. Est-ce que vous pouvez évoquer cette transition vers la militarisation de son engagement pour l'Afghanistan? Oui, c'est effectivement le cas que c'est en 1984 enfin, l'histoire des Arabes afghans commence vraiment. Azam, il arrive au Pakistan à l'automne 81. Et il arrive pour enseigner à l'Université internationale islamique à Islamabad. Et son poste et cette université est d'ailleurs une manifestation de ce panislamisme dont je viens de parler, financé en une grande partie de l'Arabie saoudite. Et, les gens qui enseignent sont inclus des théologiens arabes et islamistes pour la plupart, liés aux frères musulmans. Et donc, il vient pour enseigner. Alors, au début, il doit évidemment, il y a du logistique à faire. Il doit s'installer, il doit prêter attention à son travail. Et d'abord, et ensuite, il doit se familiariser avec la situation. Il doit aller à Peshawar, parler au chef des moudjahidines afghans, et, généralement, enfin, juste enfin, apprendre
à connaître la situation. Tout ça, ça prend du temps. Euh, Ensuite, enfin, la première chose, enfin, le premier aspect enfin, activiste de son engagement en Afghanistan, c'est un travail de diplomate, en fait, de liaison entre les différents partis de Moudjahidines afghans, parce que ils étaient fragmentés et certains d'entre eux littéralement s'entretuaient pendant des périodes. Et, et les, comment dire, la plupart enfin, de la mouvance islamiste enfin, extérieure, des gens comme Azam, des gens comme Kamal Hassan Amiri et d'autres, les frères musulmans, ils voulaient tous que les Afghans s'unissent, que cette, que ces problèmes internes s'arrêtent. Et Azam a passé 2 ou 3 ans à faire le diplomate entre les Afghans. Mais il a conclu, à la fin de cette période, il a conclu en 84 que c'était futile, que son travail ne portait pas de fruits et que les Afghans, ils allaient ils allaient jamais vraiment se réunir. En même temps, il observait que un certain nombre de volontaires, de jeunes volontaires arabes se présentaient à Peshawar. Pas un grand nombre, parce que le phénomène arabe-afghan commence vraiment euh, après la fondation du bureau de service. Mais au début des années 80, il y avait quelques dizaines de volontaires qui se présentaient à Peshawar, mais ils avaient nulle part où aller. Et assez souvent, Azam voyait des gens se présenter et puis il retournait. Il n'y avait pas d'infrastructure pour enfin, pour les amener en Afghanistan et pour les utiliser en quelque sorte. Alors Azam décide de fonder une organisation euh, qui va aider à l'utilisation de ces volontaires pour le bien du djihad afghan. Et quand il parle de bureau de service, ce n'est pas des services pour les combattants étrangers, pour les volontaires étrangers. Il est très clair, c'était des services pour le djihad afghan. Donc, ce bureau voulait mettre les volontaires en service du peuple afghan. Et un autre aspect souvent oublié, c'est que cette organisation n'était pas une organisation militaire. Le militaire, c'était une partie de ces activités, mais juste une partie et pas une très grande partie. C'était d'abord et avant tout une sorte de, de, de de hub de logistique. Ils transportaient des armes, ils transportaient de l'ammunition, ils transportaient des affaires vers le front. Hein. Et il faisait imprimer des livres pour les écoles afghanes. Il s'occupait aussi de réfugiés à Peshawar, etc. Donc, ils avaient une portefeuille assez large d'activités. Parce que Azam, il avait une vision large de ce que c'est que la guerre et le djihad. Que pour gagner une guerre, il ne suffit pas d'envoyer tout le monde au combat. Une guerre a besoin de beaucoup d'éléments, éléments médicaux, éléments
logistique, etc. Et Adam a compris ça, et donc il avait une approche assez qu'on dit pragmatique, large vers le djihad. Et comme on va peut-être en parler un peu plus tard, mais cette vision allait se heurter à la vision de pas mal d'autres volontaires arabes qui voulaient eux, justement, se battre et ne pas balayer le sol dans les camps de réfugiés à Peshawar. Bah, justement, je pense que je vais en profiter pour peut-être enchaîner directement, sur cet aspect-là, hein. C'est cette frustration qui apparaît dans ce que vous appelez, une aile militariste parmi les Arabes afghans et qui est évidemment quelque chose d'important puisque, comme vous l'expliquez, c'est une aile qui est conduite notamment par Oussama Ben Laden et c'est un courant qui donnera naissance à l'organisation Al-Qaïda. Ce qui se passe, c'est exactement ce que vous avez décrit. C'est que euh, euh, assez tôt après la fondation du bureau de service, il y a une fracture à l'intérieur du bureau qui sépare d'un côté ce que j'appelle les pragmatistes comme Azam euh, et les militaristes dont Osama Ben Laden allait être le plus connu. Euh, et ce qui est important ici, et la nouveauté de mon argument ici, en quelque sorte, c'est que ça consiste à dire que cette division, cette fracture n'était pas d'un ordre idéologique. C'était pas une question, c'était pas un débat de priorité politique comme on a eu tendance à dire dans l'historiographie sur l'époque. Euh, Certains disent que Azam voulait se battre localement, enfin en Afghanistan, alors que Ben Laden et d'autres voulaient aller se battre ailleurs, enfin, et internationaliser le combat encore plus, etc. Ou que Azam voulait que tout le monde se bat en Afghanistan, alors que Zawahiri voulait se battre en Égypte. Pour moi, la, 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 la fracture cruciale ne s'agit pas d'idéologie comme ça, il s'agit de quelque chose d'un peu plus proche, un peu plus simple. C'est qu'il y avait du monde qui voulait se battre et le bureau de service ne donnait pas d'opportunité, pas assez d'opportunités à ces gens-là. Il faut se souvenir que les volontaires, comme les volontaires de guerre dans la plupart des autres zones de guerre, c'était des jeunes hommes de 18, 19, 20, 22 ans. Et, 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 c'est pas étonnant que parmi eux, on trouve des gens qui veulent être des Rambo, Rambo, pas Rambo, et qui voulaient se battre. Et Ben Laden était parmi eux. Et donc, c'est pour ça qu'en 86, Ben Laden décide de fonder son propre camp d'entraînement à l'intérieur d'Afghanistan. Et il ramasse autour de lui de gens comme lui qui étaient là pour se battre. Et donc, on a une sorte d'autosélection. Donc, dans ce camp, on trouve les gens qui étaient les plus intéressés par le combat, qui sont donc rassemblés et on a une sorte de culture militariste qui se développe. Et en plus, ça c'est clé pour comprendre la naissance d'Al-Qaïda comme organisation. Dans ce camp se développe une proto-bureaucratie. Parce que pour avoir un camp d'entraînement, il faut avoir une sorte d'organisation. Il faut avoir quelqu'un qui apporte l'eau, quelqu'un qui va
en ville, faire les courses, il faut quelqu'un pour vider les latrines, il faut quelqu'un pour, pour faire tout ça, pour que pour que ça fonctionne. Et c'est cette proto-bureaucratie, euh, euh, je dis dans le livre, c'est ça qui est devenu l'organisation Al-Qaïda. On voit que dans les rangs d'Al-Qaïda, vers la fin des années 80, on trouve presque uniquement des gens qui étaient présents dans ce camp de Ben Laden en 86. Il y a une lecture qui est assez commune alors non seulement du conflit afghan des années 80, mais aussi du phénomène des combattants étrangers qui l'ont rejoint à cette époque-là. Donc il y a une lecture très répandue qui est d'ordre géopolitique et qui voit ce phénomène comme une sorte de machination de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Et vous, dans le livre, vous tordez un peu le cou à tout ça et vous nous montrez Afzal comme quelqu'un qui est beaucoup plus indépendant de ses, voire parfois en plutôt mauvais termes, avec ses acteurs que certains ne l'affirment. Je dis dans le livre que le phénomène des Arabes afghans, c'était un phénomène qui s'est développé par le bas et pas par le haut. C'était une initiative privée, en quelque sorte. Et je montre, par exemple, que Azam ne recevait pas du financement direct, en tout cas pas dans pas des grandes sommes, par des gouvernements. Je montre aussi à quel point Azam, il était hostile à tout gouvernement. Et il faut se rappeler ici ses origines palestiniennes et sa conviction que tous les États de la région avaient laissé les Palestiniens à son propre sort et qu'ils avaient abandonné la Palestine et que la plupart des pays, la plupart des régimes dans la région réprimaient les islamistes. Donc il était hostile à tous les pays. Il était moins hostile vers des pays comme l'Arabie saoudite ou les pays du Golfe, parce qu'ils étaient, eux, moins répressifs envers les islamistes et ils étaient aussi. Ils ouvraient les portes à Azam et à d'autres Arabes afghans pour faire du recrutement, etc. Mais c'était pas les gouvernements qui orchestraient tout ça. Ils ouvraient les portes, simplement. Et ensuite, les activistes, les entrepreneurs de cause, comme Azam et d'autres, ont pris avantage de ça. C'est un peu la même chose avec les États-Unis et l'Occident à cette époque, qui est bien sûr sur le même côté des Arabes afghans et de l'Arabie saoudite. Ils ont tous, ils sont tous du côté des moudjahidines afghans et considèrent la cause légitime et bonne. Et ils sont bien sûr aussi en train de soutenir les moudjahidines afghans directement avec des armes, du financement. Ça, il n'y a aucune discussion qu'il y avait un soutien direct et très considérable d'États-nations comme l'Arabie saoudite et les États-Unis vers les Afghans. Mais les gens comme Azam, les Arabes afghans, les islamistes transnationaux, étaient pas la même chose que les Afghans. Ils étaient un acteur à part. Et ils trouvaient, aux États-Unis, ils trouvaient aussi les portes ouvertes, parce que personne ne soupçonnait ou personne ne s'attendait à ce que cette mouvance ou le djihad en Afghanistan allait produire des choses comme le 11 septembre, par exemple. Mais Azam,
l'occasion de voyager beaucoup à travers le monde, y compris à l'Occident, et surtout aux États-Unis. Euh, il a voyagé beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. Mais ça ne veut pas dire que les autorités américaines étaient en contact direct avec Azam et qu'ils le soutenaient directement. C'est plutôt que Azam exploitait ces ouvertures. Il y a une différence, bien sûr. Et s'il y a quand même des, euh, des, beaucoup de gens qui maintiennent qui disent que c'est les Américains qui ont créé les Arabes afghans, c'est la CIA qui a fondé Al-Qaïda, etc. C'est en partie basé sur une confusion, une confusion entre les Arabes et les Afghans dans le djihad afghan. Et c'est peut-être en partie un sorte de discours qui plaît à nos instincts anti-américains. Enfin, je soupçonne que c'est une histoire qui est bonne à raconter parce que ça permet à dire que les États-Unis sont à la fois euh, euh, vicieux et stupides en même temps. Ils ont semé leurs propres problèmes en quelque sorte. Mais aussi, il y a quelques ouvrages centraux qui ont contribué à cette perception. Et un livre en particulier de John Cooley qui s'appelle Unholy Wars, qui semble mettre en avant beaucoup de preuves pour une euh, pour une sorte de soutien gouvernemental américain vers Azam et Ben Laden. Et le livre a beaucoup de détails et beaucoup de notes de bas de page. Mais si on regarde les notes de près, on découvre qu'elles sont vides, en fait. Il n'y a pas de référence dans les notes de bas de page. Donc, et j'ai passé, avec ce livre, plus de 10 ans, fouiller toutes les sources primaires que j'ai pu trouver, et j'ai pas trouvé un seul une seule pièce de preuve concrète sur un tel contact et soutien entre les Arabes afghans et les gouvernements, soient-ils occidentaux ou de la région. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais Azam a été assassiné dans un attentat à la voiture piégée en 89 à Peshawar, un attentat assez mystérieux, comme vous l'expliquez dans le livre. Et donc, une mort précoce et malgré tout, quelqu'un qui a laissé un héritage très important, qui reste une personne très évoquée dans la mouvance djihadiste. Et en même temps, c'est un héritage très contesté, comme vous l'expliquez. Oui, effectivement. Azam, c'est un personnage très, très important dans la mouvance islamiste au sens large même. Il est fêté par les frères musulmans, au moins une grande partie des frères musulmans dans la région. Il est fêté par le Hamas en Palestine, qui considère que Azam était un des leurs, un des premiers combattants islamiques pour la Palestine. Il est fêté aussi par les djihadistes les plus radicaux, comme dans Al-Qaïda et dans l'État islamique, qui, eux, reproduisent ses écrits, mettent sa photo dans ses mimes, ses vidéos, et nomment leur camp d'entraînement après lui. Et bien sûr,
toutes ces organisations, enfin, de frères musulmans d'un côté, à État islamique de l'autre côté, aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord sur. Enfin, ils représentent des agendas très, très différents. Et ça veut dire que chacun d'entre eux, étant donné qu'ils admirent Azam, ils essaient de, de présenter Azam comme représentant leur cause. Ils disent que, donc les frères musulmans disent Azam, c'était un frère musulman toute sa vie, et ils n'auraient jamais soutenu Al-Qaïda, ils auraient été contre le 11 septembre, tout ça. C'était un modéré, c'était quelqu'un qui, qui voyait un djihad, enfin, comment dire, contrôlé. Alors que les djihadistes de l'autre côté disent que oui, oui, bien sûr, Azam aurait soutenu le 11 septembre s'il avait vécu. Donc, personne n'est capable de trancher le débat. Et pourquoi? Mais c'est parce que Azam est mort juste à temps. Il est mort en 89, juste avant que tous ces débats stratégiques se sont présentés. Faut se rappeler que dans les années 80, tous les djihadistes, tous les islamistes militants étaient plus ou moins d'accord sur l'agenda. C'était Afghanistan, Palestine et à la rigueur une révolution contre les régimes très autoritaires. Personne avait même proposé de faire le djihad contre l'Occident, par exemple. Donc, Azam n'a jamais dû prendre position dans ce débat. Donc, il est, il est, il est comment dire, il est on the record, seulement avec des dits et des écrits assez généraux qui peuvent s'appliquer aussi bien dans un contexte Hamas que dans un contexte État islamique. Merci beaucoup, Thomas. Alors, on va prendre 10 minutes pour les questions et réponses. En entendant, je peux peut-être Allez-y, ouais. ajouter que le fait que Azam se prononçait seulement sur des questions généraux, d'une manière générale, et qu'il parlait principalement de conflits comme l'Afghanistan, le Palestine, le rend aussi plus palatable chez les gens. Et c'est pour ça qu'il est il était très populaire chez des activistes, enfin, au début de leur carrière. On voit souvent que les gens qui entrent dans la mouvance djihadiste, hardcore, qu'ils ont commencé par lire Azam. Ensuite, ils sont passés à autre chose. Donc, c'est un peu, en anglais, Azam, c'est un gateway drug, en quelque sorte. D'accord. Voilà, notre premier auditeur donc, a posé sa question, qui est en fait une question qui est abordée en détail dans le livre, hein, qui était: qui a tué Abdallah Azam? Oui, Ouais. on ne sait pas encore. Parce que il n'y a pas assez d'informations. Les autorités pakistanaises n'ont jamais publié l'enquête qu'ils ont fait. Et on ne sait pas vraiment, on connaît pas la profondeur de l'enquête officielle pakistanaise. Et donc, on peut juste spéculer. Et dans le livre, je discute de tout ça. Il y a une dizaine de candidats.
en passant par Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, Hekmatyar, la Mossad, la CIA, la Jordanie, etc. Mais moi, j'ai l'impression, enfin, basé sur les aspects opérationnels, que cet assassinat était assez complexe et qu'il aurait été beaucoup plus facile à faire pour un État, pour une agence de sécurité. Et d'autant plus facile pour un acteur local, un acteur euh, qui opérait, enfin, à la maison, on peut dire. Donc, moi, je dis dans le livre que, enfin, si j'étais forcé à mentionner un candidat, ce serait le ISI pakistanais. Parce que ils auraient opéré sur leur propre territoire et ils avaient des motivations pour se débarrasser d'Azam. Donc, un de nos auditeurs qui en demande plus sur les relations entre les Afghans et les Arabes afghans et la nature des institutions mises en place en Afghanistan et leur ancrage en Afghanistan. Oui, alors, c'était mixte. En général, la relation était bonne. Et bien sûr, plus on monte dans le système, plus le discours est, comment on dit, grand sur les bonnes relations. Quand on écoute Azam parler des Afghans ou quelqu'un comme Sayaf parler des Arabes, on a l'impression que tout est bien, tout est le bonheur. Et plus on descend dans le micro, sur le terrain, par exemple, on observe dans les sources plus de friction, de problèmes. Mais je crois que d'abord et avant tout, les Arabes étaient marginaux à la guerre. Euh, on voit ici, en fait, un des effets de l'attentat du 11 septembre. Donc on lit l'histoire à travers le 11 septembre. Et si on n'avait pas eu le 11 septembre et tout ce qui s'est passé par la suite, on n'aurait pas eu on n'aurait pas vu ce grand intérêt dans les cercles académiques, journalistiques, etc., pour les Arabes en Afghanistan, etc. Donc, donc une partie de ce qui se dit et s'écrit sur cette période est anachronique en quelque sorte. On considère que les Arabes étaient très importants et très radicaux à cette époque-là parce qu'ils l'étaient par la suite. Mais la réalité, c'est que les Arabes étaient très peu nombreux relativement. Enfin, ils étaient jamais plus de 3000 personnes sur place à la fois. Et on parle d'un nombre global, par exemple, probablement entre 5 et 10 000 personnes sur une dizaine d'années. Et en même temps, les moudjahidines afghans étaient plus de 100 000 sur le champ. Donc, les Arabes ils étaient pas importants dans cette guerre et ils ont surtout pas contribué à grande chose au niveau stratégique. Et c'est aussi pour ça que ça aurait pas fait sens pour la CIA, par exemple, de soutenir les Arabes. Ils étaient complètement marginaux et peu nombreux. Donc, euh, donc la, la relation entre les Arabes et les Afghans, quoi qu'elle était, n'a pas vraiment formé l'histoire de la guerre en Afghanistan. Elle est plus importante pour ce qui se passe par la suite, à travers l'internationalisation des réseaux djihadistes.
Alors, on a également une question qui touche à l'Arabie Saoudite, hein, et notamment donc cette nature des relations entre Azam et l'Arabie Saoudite, qui renvoie à un problème un peu plus large, qui est cette relation quand même un peu compliquée entre l'Arabie Saoudite et la mouvance des frères musulmans et de l'islamisme contestataire. Oui, alors, comme j'ai dit avant, Azam il était hostile à tout gouvernement, mais il était moins hostile envers l'Arabie saoudite. Il, il disait plusieurs fois que l'Arabie saoudite a fait beaucoup de bonnes choses pour le peuple afghan, par exemple. Et Azam, ben, jusqu'à 88 à peu près, voyageait librement à l'Arabie saoudite. Il passait autant qu'il voulait. Il allait pour le Hajj et le Umrah chaque année. Et euh, il, il a été invité à parler, par exemple, à la Faisali, la Fondation Faisal, à Riyad, des podiums assez importants. Il a même, à un moment, eu rendez-vous avec le prince Salman, le roi, qui est maintenant le roi de l'Arabie saoudite. Parce que le prince Salman était à l'époque responsable de, de l'effort saoudien envers l'effort humanitaire saoudien envers l'Afghanistan. Donc, il a monté assez haut niveau dans l'Arabie saoudite. Mais en même temps, l'Arabie saoudite, comme tous les régimes de la région, ils se méfient d'entrepreneurs non gouvernementaux avec de l'influence. Et ils voyaient que Azam était très, très populaire et qu'il pouvait attirer des milliers de jeunes saoudiens quand il venait donner des discours dans les mosquées en Arabie saoudite. Alors, vers la fin des années 80, ils essayaient de limiter ces activités. Ils se trouvaient, encore une fois, dans une sorte si pas répression, alors au moins censure. Et, et donc, cette relation était ambiguë. Ouais, donc vous évoquez notamment le fait que les Saoudiens aussi avaient leur propre, comment dirais-je, orienté aussi les combattants étrangers vers d'autres chefs en Pakistan Oui, et en Afghanistan. oui, Ouais. justement, ils étaient, enfin, le régime saoudien et surtout euh, les institutions religieuses wahhabites se méfiaient des frères musulmans et préféraient envoyer les, 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 les- les volontaires saoudiens vers les salafistes, notamment chez Jamil ar-Rahman dans le Kunar, dans le Kunar en Afghanistan. Et ils ont fait en sorte qu'il se trouve à tout moment beaucoup plus de copies de la revue de Jamil Ar-Rahman que de magazine de Azam, Al-Jihad, euh, sur les rayons dans les bibliothèques et dans les magazines, par exemple. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour promouvoir Jamil Ar-Rahman et de marginaliser un peu le bureau de service et le frère musulman. On a deux questions que je vais peut-être essayer de grouper qui ont trait aux frères musulmans. Euh, D'abord, il y a peut-être cette question du lien entre Azam et bon, le Hamas, son aide militaire Al-Qassam, qui je pense s'était développé après sa mort. Mais, et puis, dans quelle mesure Azam, alors vous avez dit évidemment que c'est contesté, mais représenterait, en tout cas pour certains, une vision frère musulman de l'engagement armé par rapport à une autre qui serait djihadiste. Qu'est-ce qui les distinguerait? La question des frères musulmans est très intéressante et très complexe.
plus complexe qu'on le pense. Parce que je crois qu'on a tendance à dire, surtout dans les milieux académiques, que, euh, qu'on fréquente, vous et moi, Thomas, de considérer qu'il y a une grande différence entre les djihadistes, les radicaux d'un côté et les frères musulmans d'un autre, qu'une grande partie des frères musulmans ont on dit des instincts quasi démocratiques, etc. Et que si seulement on les laisserait sans pression, ils deviendraient démocrates, etc. Une sorte de vision noir et blanc du champ. Et c'est bien sûr vrai que, surtout depuis les 90, que les frères musulmans ont très peu de choses à voir avec ce qu'on appelle le djihadisme. Et que la seule manifestation violente de la mouvance, c'est Hamas, et qui existe bien sûr dans un contexte très, très spécial en Palestine. Mais si on remonte un peu dans le temps, on voit par exemple dans les années 80 que les frères musulmans étaient très intéressés par ce qui se passait en Afghanistan. Et moi, j'ai eu l'impression en lisant les sources et en lisant les nombreux entretiens avec des luminaires frères musulmans qui sont rendus au Peshawar pour voir, pour observer le djihad, et qui ont été, qui ont donné des entretiens à Azam et Al-Jihad Magazine. On a l'impression en lisant tout ça euh, qu'ils avaient une fascination, une très grande fascination pour le, le combat armé en Afghanistan. En même temps, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas impliquer l'organisation directement dans ce travail. Pour justement ces raisons de répression. Les chefs des frères musulmans en Jordanie, Égypte, etc., ils savaient que s'ils commençaient à envoyer des armes ou des gens directement à la guerre, et le régime, ben, il croiserait cette fameuse ligne rouge. Alors, il se distançaient des activités directement militaires, mais il était en même temps très fasciné, et ils se sont tous rendus, je parle là des leaders, ils se sont tous rendus à Peshawar pour parler avec Azam, pour aller à la frontière, pour voir le combat. Et un grand nombre d'Arabes afghans, de ces volontaires, ils avaient commencé leur trajectoire d'activistes parmi les frères musulmans. Pourquoi? Je crois que ça a à faire une grande mesure avec ce panislamisme, que cette vision panislamiste était très répandue parmi les frères musulmans à cette époque. Cette idée il faut que la Oumma est sous attaque, et qu'il faut lutter contre les ennemis de l'islam, etc. C'était un discours très répandu parmi les frères musulmans. Et donc, si on fréquentait ce cercle-là, on serait on serait ouvert à l'idée d'aller en Afghanistan. Bien, ben merci beaucoup. Cet épisode de Livre Imam est désormais terminé. Je vous rappelle le titre du livre de Thomas Hegama, The Caravan, Abdallah Azam and the Rise of Global Jihad, paru l'an dernier chez Cambridge University Press. Il me reste à mentionner que le prochain rendez-vous Livre Imam se tiendra le mardi 2 mars de 14h à 15h. Nous accueillerons Youssef El-Shazli du Crown Center for Middle East Studies de Boston et de l'ERC Dream pour un entretien sur son ouvrage Devenir révolutionnaire à Alexandrie, contribution à une sociologie historique du surgissement révolutionnaire, paru chez Dallot en 2020.
Cet entretien sera animé par Myriam Catus. Il me reste donc à remercier Thomas Hegamer pour sa participation à cet entretien. Et merci également à nos auditeurs auxquels nous donnons donc rendez-vous le 2 mars. Au revoir Thomas. Au revoir et merci beaucoup. Merci à vous.